ce travail-là a été réalisé l'an dernier, essentiellement par un stagiaire qui est venu travailler à DGMI, Julien Salis. Donc c'est lui qui avait quand même fait tout le développement et tout ça. Moi j'étais juste là pour l'encadrer. Donc voilà, l'idée de base, c'est effectivement d'utiliser des techniques de langage naturel pour détecter des anomalies dans les logs. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi on en est venu là, mais en fait, c'est surtout, on se posait beaucoup de questions sur les features, donc sur les métriques qu'on utilise dans d'autres travaux, et utiliser ce genre de technique permet de se passer de ces métriques. Et ça nous permet de calculer des scores d'anomalies directement sur la donnée la plus brute qu'on a, donc les lignes de texte qui correspondent à nos lignes de log. Donc dans des travaux précédents qu'on a appelés lamelles carrées, pour log analysis machine learning ou look at my logs, on part d'un processus où on a plusieurs types de logs. Donc là vous avez une ligne de log de proxy où il y a différents champs, le timestamp, les adresses IP, l'adresse IP source, si ça fait un cache miss ou pas dans le proxy, l'URL qui a été accédé, la version du navigateur, donc voilà plein de champs. Donc ça va être nos lignes de log, on peut en avoir plusieurs ou un seul, ça pose pas vraiment de problème dans la méthodologie, et on va définir une entité qu'on va chercher à qualifier, par exemple une adresse IP source, un nom de domaine, un utilisateur. On peut aussi qualifier éventuellement des paires de une adresse IP avec un nom de domaine pour savoir si cette communication-là, par exemple, est anormale ou pas. On va définir une fenêtre temporelle sur laquelle on va travailler, qui a le plus de sens possible. On peut travailler par exemple sur 6 heures, sur 12 heures, sur une journée. Et on va définir tout un ensemble de métriques. Donc, c'est essentiellement des compteurs. On va compter le nombre de connexions, par exemple, pour le proxy qui utilise une méthode HTTP spécifique, la somme des octets envoyés et reçus, le nombre de user agents différents. On peut faire des métriques un petit peu plus tricky, où on va chercher à calculer l'entropie de l'URL, par exemple. Mais c'est essentiellement des compteurs qui nous donnent un chiffre à la fin, ce qui va nous permettre, à partir de toutes ces lignes de log, de calculer un vecteur de métrique pour chaque entité. Donc, c'est ce qu'on fait sur notre fenêtre temporelle. On part de toutes nos lignes de log, on calcule nos métriques, on obtient des vecteurs pour chaque entité, ça nous fait une belle matrice, et ça c'est ce qu'aiment bien les algorithmes de détection d'anomalies non supervisées qu'on a utilisés en tout cas. Qui sont dans notre cas une forêt d'isolation et un auto-encodeur, donc il y a un type de réseau de neurones un peu spécifique. On combine tous les scores de ces différents algorithmes et on va présenter un classement ensuite à l'analyste pour lui dire ce sont les entités, dans notre cas ici les adresses IP les plus anormales, et ensuite l'analyste procède comme il veut, mais du coup on lui conseille de regarder plutôt les IP les plus anormales pour les qualifier. Donc ça a donné des résultats assez intéressants, mais ça a quelques limitations. C'est que le temps n'est pas vraiment pris en compte dans la méthodologie. On a quelques métriques qui regardent à des échelles temporelles plus petites, mais quand on travaille sur des échelles avec des fenêtres temporelles de 6 heures ou d'une journée, on agrège beaucoup de choses. Et les résultats sont dépendants des algorithmes utilisés, du choix de la combinaison des scores d'anomalies, mais quand même beaucoup des métriques. Et ça, c'était quelque chose qui, à chaque fois, nous posait questions, puisqu'on se demandait est-ce qu'on a défini toutes les métriques qui vont nous permettre de détecter tous les comportements anormaux et potentiellement malveillants qui nous intéressent. Est-ce qu'il y en a trop? Donc, se poser cette question-là, c'est moins gênant parce que, il y a des techniques en machine learning pour essayer de réduire le nombre de métriques, mais c'est plutôt est-ce qu'il nous en manque. Et donc on est parti de ce constat-là pour se dire est-ce qu'on peut pas traiter les lignes de log comme du texte, et en fait on a trouvé des papiers qui font exactement ça, et c'est dans ce stage-là on a voulu un peu réimplémenter ça et l'utiliser sur nos logs. On verra qu'on n'a pas pu entièrement le faire sur nos logs à cause du confinement, mais en tout cas voilà, il y a ces deux papiers-là dont on a vraiment tiré toute la méthodologie. Et ça ressemble à des algorithmes d'autocomplétion, par contre on garde l'objectif de calculer un score d'anomalie pour une entité, de présenter un classement à l'analyste, et l'analyste à charge de l'analyste de faire la qualification de l'entité, de l'adresse IP de l'utilisateur.
Donc globalement, je vais essayer de vous présenter un peu tous ces travaux-là, en vous présentant la partie entraînement tout d'abord, puis après comment on exploite les scores d'anomalies générés pour chaque utilisateur et comment on présente les résultats à l'analyste. Donc globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des algorithmes de machine learning pour l'autocomplétion et on va procéder par caractère. Il y a d'autres moyens de faire, on peut procéder par mot. On a choisi une méthode simple et donc là, ce qu'on veut, c'est entraîner les algorithmes à deviner le caractère suivant. Donc si on prend la phrase R is a good answer, on attend à ce que l'algorithme nous prédise un R, et si on lui donne Kamta, on espère aussi qu'il lui donne un R, c'est le titre d'une chanson d'Ultravonite. Si on voit bien que ça va dépendre en fait énormément du dataset d'entraînement, parce que pour deviner qu'il faut un R à la fin de Kamtar, bon, c'est un peu plus compliqué si on n'a pas des références. Donc, en termes d'entrée du modèle de machine learning, on va prendre un sous-ensemble de nos lignes de log. Pour calculer le score d'anomalie d'une ligne, c'est simple. On va se contenter de compter le nombre d'erreurs de prédiction. Là aussi, c'est un choix simple qu'on a fait. Les gens qui font vraiment du NLP font des trucs un peu plus complexes à base de probas de sortie de leurs différents réseaux de neurones. Voilà, on a fait quelque chose de simple. Et pour avoir le score d'anomalie d'une entité, ça va être une fonction du score d'anomalie de toutes les lignes qui concernent cette entité. Donc là, on a testé plusieurs fonctions différentes sur les logs. Donc comme on est arrivé, comme Julien est arrivé en stage en plein pendant le confinement, on n'a pas pu travailler sur nos logs privés, et du coup on est parti dans un dataset public qui est donné par le Los Alamos Laboratory, qui s'appelle Comprehensive Multi-Source Cyber Security Events, qui est assez intéressant parce qu'il est réel et anonymisé. Contient 58 jours de logs consécutifs avec 4 types de logs différents, des logs d'authentification, donc quel utilisateur vers quel autre utilisateur et sur quelle machine, les processus qui sont démarrés et arrêtés sur chaque machine, les flux réseau et les requêtes DNS de chaque machine. En termes de nombre statistique un peu d'utilisateurs, vous voyez, bon, vous avez 12 500 utilisateurs, 18 000 ordinateurs et à peu près 63 000 processus. Et ce qui est intéressant aussi également dans ce dataset, c'est qu'on a un pentest qui a été effectué pendant les 58 jours et que tous les événements qui sont liés au pentest sont identifiés. Ce qui va permettre d'avoir une ground truth, une base de vérité pour déterminer si les algorithmes détectent bien ce qu'ils sont censés détecter. Donc le pentest a lieu du jour 2 au jour 30 avec énormément d'événements les jours 9 et 13. On va se concentrer essentiellement en fait sur le dataset d'authentification et seulement les authentifications des utilisateurs, parce qu'on a aussi les authentifications des machines à machine. Ça, on les a pas considérées. On va se concentrer sur les utilisateurs et ça va être l'entité qu'on va chercher à qualifier dans nos travaux ici. On va travailler sur les 13 premiers jours parce que c'est là où on a le plus d'événements qui sont liés au pentest. Et donc les lignes de log qu'on va traiter, vous avez un exemple juste en dessous. Vous avez donc le timestamp qui est en seconde depuis le début du dataset, l'utilisateur source avec son domaine, l'utilisateur destination avec son domaine, les ordinateurs source et destination, les types d'authentification, si ça a échoué ou pas. Et donc les lignes de log ressemblent à ces quelques exemples que vous avez en dessous. On a décidé d'enlever le timestamp en se disant qu'il allait être dur à prédire caractère par caractère. On se disait que ça n'avait pas forcément trop de sens de chercher à le prédire, donc on l'a enlevé et on va découper tout le dataset par jour et par utilisateur. Donc ça c'est le pré-traitement sur les données qu'on a pu faire. Ensuite, on a utilisé quelque chose de relativement courant au niveau des techniques de NLP, qui est plus forcément le tout dernier truc à la mode, qui est un RNN. Donc c'est simple, en RNN c'est un petit réseau de neurones avec une sortie, une entrée, et on a une deuxième entrée qui est la sortie précédente, ou une partie de la sortie au temps T-20. Donc on a la vision à gauche
de ce que c'est vraiment. C'est un seul réseau de neurones et on peut le dérouler pour avoir une vision un peu plus temporelle. Mais voilà, mais il faut bien se dire qu'on a un seul réseau de neurones, on a une seule cellule. Les versions les plus simples des RNN, c'est simple. La sortie, c'est exactement ce qu'on injecte au tour d'après. Donc le HT-1 voilà, revient en entrée avec XT, on les concatène, on fait passer ça dans un petit réseau de neurones avec une sortie tangente hyperbolique et on continue comme ça. Donc ça c'est vraiment la version la plus simple. Et ça a quelques défauts, ça a du mal à prendre des dépendances à très long terme à cause de problèmes de gradient. Donc il y a d'autres personnes qui ont proposé plein d'autres types de RNN. Et ceux qu'on va utiliser ici dans les travaux, c'est les LSTM, donc Long Term Memory Networks. La structure de la cellule est quand même un petit peu plus complexe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous avez... je vais utiliser le pointeur quand même. Ici, sur la partie haute, vous avez un vecteur qui passe de cellule en cellule dans le temps, et qui est en fait assez peu modifié. Il n'y a que des opérations point à point, dimension par dimension, où on vient multiplier chaque dimension par une sortie d'une sigmoïde, et ici ajouter de l'information. Donc voilà, la cellule est un petit peu plus complexe, et ce vecteur en haut qui passe de timestamp en timestamp va permettre de retenir plus longtemps certaines informations. Donc voilà pourquoi on s'est dirigé là-dessus. J'ai quelques slides à la fin si vraiment ça intéresse les gens sur un peu les formules mathématiques qu'il y a derrière ça. Mais l'idée de base c'est vraiment de retenir que ce vecteur qui s'appelle C2T qui est en haut n'est pas trop modifié. Donc comme avec tout réseau de neurones, on va être obligé d'encoder l'information. On est parti là aussi de quelque chose de très simple, on n'a pas cherché à faire trop compliqué. On va faire du one-hot encoding. Donc on va prendre tous les caractères qu'on a vus dans nos datasets, donc dans nos authentifications dans ce cas-là, et on va construire un vecteur en mettant un 1 à chaque fois pour identifier un caractère. Donc par exemple pour A, on va dire que c'est le vecteur 1 suivi que de 0, etc. On a besoin d'une catégorie supplémentaire, un caractère other, pour tous les caractères qu'on va voir quand on va utiliser le modèle, mais qui n'ont pas été vus à l'entraînement. Donc voilà pour les petits détails. Donc on a bien un vecteur de dimension k en entrée, qui est k plus 1. Et ensuite, on fait passer ça. La sortie H2T, ça nous donne un vecteur suivant la définition des petits réseaux de neurones en jaune que vous avez, qui est de dimension n. Et comme on a une sortie d'une sigmoïde fois une tangente hyperbolique, on a une sortie entre -1 et 1 pour chaque dimension. Donc, nous, pour se simplifier un petit peu la vie, on a remis une couche de sortie, un petit réseau de neurones avec une couche de sortie en softmax qui nous permet de remettre le vecteur à la bonne dimension. Donc on n'a plus que 4 dimensions en sortie, et qui assure que toutes les dimensions soient entre 0 et 1, et que la somme des dimensions soit égale à 1, ce qui permet d'avoir en fait une probabilité de sortie de chaque caractère. Et pour notre prédiction, on va prendre le caractère qui a la plus forte probabilité. Donc là encore, c'est une version très simpliste. Les gens qui font vraiment du NLP jouent sur ces probabilités-là. Nous, on considère que l'argmax du vecteur, globalement. Alors, pour casser des dépendances de sens de lecture, les gens ont proposé des bidirectionnels LSTM, donc on fait fonctionner de 2 LSTM en parallèle, en concaténant les sorties des 2 LSTM. Ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement nos lignes de log, les champs sont clairement identifiés. On pourrait complètement changer l'ordre des champs. Ça ne change pas la sémantique de la ligne de log. Donc en fait, on ne doit pas avoir de dépendance de sens de lecture trop forte, en tout cas entre les champs. Entre les caractères de chaque mot, effectivement, il peut y en avoir une, mais pas entre les champs. Donc c'est pour ça qu'on est plus parti aussi sur du LSTM bidirectionnel. En termes de code, ça a été implémenté avec Keras. Et en fait, tout ce modèle-là, vous voyez que c'est que quelques lignes de code maintenant. Il y a vraiment un effort qui est fait
du côté de toute la communauté de machine learning pour fournir des API et des bibliothèques qui font à peu près tout seul. Donc on n'a vraiment pas grand-chose à écrire en termes de code pour la définition du modèle. Pour la partie entraînement, là aussi on a fait des choix qui sont éventuellement discutables, qui sont pas forcément les mêmes que ceux des papiers d'origine. On a décidé de travailler pas sur des lignes mais sur des séquences de 100 caractères toujours, qui en moyenne représentent une ligne et demie de log. Ça nous a semblé plus simple sur le moment, ça nous permettait d'avoir des dépendances entre les différentes lignes de log peut-être plus naturellement. En tout cas, c'est comme ça qu'on a procédé. Le dataset d'entraînement, on va prendre 10% du log de chaque utilisateur. On va, pour constituer les batchs, on va mixer les séquences entre les différents utilisateurs. Et aussi quelque chose qui est assez bizarre avec les réseaux de neurones, c'est on ajoute des erreurs dans l'entrée, donc dans le training, ce qui permet d'améliorer les performances à la fin du réseau de neurones. Bon, c'est quelque chose qui peut sembler un peu contre-intuitif, mais bon, en tout cas, ça marche. Et on va avoir besoin donc de définir pour chaque séquence une entrée et ce que doit prédire le réseau de neurones, c'est en fait juste la séquence décalée de 1. Donc de 1 vers la droite. Pour le réseau, pour le LSTM qui va dans l'autre sens, et enfin le modèle ensuite Keras gère tout seul pour le LSTM qui va en backward. Donc voilà, pour constituer les batchs, on prend des morceaux de séquences de chaque utilisateur et puis on les colle comme ça, ça nous permet d'avoir des séquences différentes de différents utilisateurs dans chaque batch d'entraînement qu'on envoie avant d'updater les poids, de mettre à jour les poids des réseaux de neurones. Et là pareil, l'entraînement, le code avec Keras est extrêmement court à écrire en tout cas, donc bon, il y a vraiment de la facilité à ce niveau-là. Voilà, c'est juste là pour vous montrer que c'était plutôt facile. Sur la partie exploitation maintenant, donc une fois qu'on a entraîné nos modèles avec en le faisant apprendre les caractères suivants ou les caractères précédents, on va utiliser notre modèle entraîné sur nos données et on va lui faire prédire donc du coup les caractères suivants. Donc là, on a changé le format, c'est plus du one-hot encoding, mais il faut le voir comme un one-hot encoding. C'est chaque caractère, donc si en 14, c'est que le 14e dimension du vecteur est à 1, et le vecteur suivant c'est 2, donc c'est la deuxième dimension qui est à 1. On va faire la comparaison entre ce qu'on a mis en entrée et la prédiction, ce qui va nous donner un vecteur de sortie avec des zéros quand c'est bien prédit et une différence quand c'est quelque chose de différent de 0 quand ça a été mal prédit. On met tout ce qui est différent de 0 à 1 et ça nous donne une sorte de masque d'anomalie qui sont les caractères sur lesquels l'algorithme a raté sa prédiction. Donc c'est simple, pour avoir le score d'une ligne, le score d'anomalie d'une ligne, c'est le nombre d'erreurs de prédiction, donc ça va être juste le nombre de 1 dans le vecteur de masque d'anomalie. Et ensuite on a testé pour un utilisateur donné plein de techniques différentes pour calculer son score d'anomalie à lui. On peut calculer la somme de tous les scores d'anomalie de toutes ces lignes. Bon, c'est pas forcément une très très bonne idée dans le sens où l'utilisateur qui fait le plus d'actions aura certainement plus d'erreurs de prédiction et donc du coup un score d'anomalie plus grand. On peut prendre juste le score maximum d'anomalie d'une de ces lignes, la valeur moyenne, éventuellement faire le max moins la moyenne. On a tenté aussi des choses en essayant de sélectionner des périodes temporelles où on va faire la somme de tous les scores d'anomalie pendant cette time window. Alors c'est pas vraiment une time window, c'est un certain nombre de lignes. Et on va sélectionner le max et on va sélectionner la fenêtre pendant laquelle on a le maximum. Et faire la même chose mais en sélectionnant juste le max et pas la moyenne, pas la somme
tous les scores d'anomalies dans ces lignes-là. Donc ça, c'est toutes des variantes pour calculer un score d'anomalie qu'on a testé. Voilà ce que ça peut donner comme résultat. Donc vous avez les points bleus, c'est les scores d'anomalie pour les lignes de log de l'utilisateur ici 349. Les traits rouges, c'est les endroits où il y a des événements de pentest qui sont liés au pentest. Et vous avez deux lignes jaunes là qui déterminent la fenêtre où la somme des scores d'anomalie est la plus élevée. Donc bon, cette visualisation-là, c'est une visualisation que Julien a proposée, mais elle montre que, là en tout cas, pour cet utilisateur-là, la fenêtre tombe au bon endroit et les scores d'anomalie tombent pas trop loin, en tout cas, les hauts scores d'anomalie pas trop loin des événements de pentest. Donc suivant les utilisateurs, ils ont plus ou moins de nombre d'événements. Et donc là, on voit que la fenêtre est c'est le même nombre d'événements dans la fenêtre, mais les deux traits jaunes sont quasiment au même endroit. Et on voit les petits traits rouges en haut, c'est là où ont lieu les événements de pentest. Donc là encore, on n'est pas très loin, mais c'est juste pour représenter un petit peu comment fonctionne ce système de fenêtrage. Donc sur la partie, une fois qu'on a calculé nos scores d'anomalie et pour chaque utilisateur, on va pouvoir présenter ça aux analystes. Et donc ça n'a pas été implémenté au niveau logiciel, mais c'est ce qu'on prévoyait de faire, c'est de présenter le classement pour chaque utilisateur du score de son score d'anomalie sur une journée, de présenter le graphique que je vous ai présenté précédemment, et éventuellement de permettre à l'utilisateur, à l'analyse de sécurité, de sélectionner une fenêtre et de voir une sorte de lecture augmentée des lignes de log. Donc vous voyez, certains caractères sont en rouge, c'est là où il y a eu des erreurs de prédiction par le LSTM. Donc en termes de résultats, on a commencé par des choses un petit peu simples. On avait pris juste 100 utilisateurs pour se simplifier un peu la vie. Et ça, c'est les résultats sur le jour 9. Et donc, les lignes en mauve sont les utilisateurs qui ont eu des événements de pentest actifs pour eux. Donc on voit que, en tout cas, ça a l'air de pas trop mal marcher. Mais là, on s'était contenté de 100 utilisateurs. On a poursuivi un petit peu les tests, notamment sur le jour 13, avec cette fois tous les utilisateurs de ce jour-là. Et on peut remarquer qu'effectivement, on a au moins deux utilisateurs qui ont été affectés par des événements du pentest, éventuellement compromis. On n'a pas le détail de ce qui se passait effectivement, mais qui sont dans les 5 premiers pour ce jour-là. Donc on était quand même assez satisfait de ces résultats-là, notamment pour le jour 13. Donc la méthode qu'on a utilisée à la fin, c'est une approche par fenêtre avec élection de la ligne de log qui contient le maximum de score. C'est les résultats que je vous ai présentés, c'est ce qui donnait les meilleurs résultats en tout cas. Sur ce dataset-là, avec une visualisation des résultats qu'on a présentés aux analystes du Khalid, qui leur a semblé quand même assez intéressante. Donc ça, c'était vraiment des points positifs un petit peu de l'approche. Et pourtant, on a fait des choix extrêmement simples, en travaillant sur des séquences de caractères fixes, en travaillant caractère par caractère. Voilà, donc les résultats sont étonnamment bons. On avait en fait quand même quelques petits problèmes avec certaines lignes de log qui généraient des faux positifs quand la ligne était un peu étrange. Donc je vous ai un petit peu menti tout à l'heure. En fait, on ne traitait pas ce type de lignes de log là. On les filtrait préventivement parce qu'on avait bien vu que ces lignes de log là faisaient forcément monter le score d'anomalie, parce que ce Microsoft Authentication Package apparaissait très peu souvent, mais quand il était présent, l'algorithme n'arrivait pas à apprendre cette séquence-là. Donc c'était quand même pas extrêmement satisfaisant de faire ce pré-filtrage, ce pré-traitement. Donc on est parti sur une seconde version qu'a proposé Julien, c'est de mettre l'analyse dans la boucle.
Et donc à chaque fois d'avoir un processus un petit peu plus temporel, à chaque fois qu'on a ces faux positifs là, on va les réinjecter dans l'apprentissage pour apprendre sur la journée suivante. Donc ensuite on a fait nos expérimentations plutôt avec cette version là. Donc c'est simple, on apprend notre modèle sur le jour J-1, et ensuite on utilise le modèle sur le jour J, on a nos scores d'anomalie qui sont présentés à l'analyste, et l'analyste va éventuellement détecter, qualifier certaines anomalies comme des faux positifs, et on va les réinjecter dans un dataset qu'on va introduire pour le jour J+1 du coup, qu'on a appelé un dataset d'expérience. Donc toutes les lignes qui ont été qualifiées comme qui appartiennent à un utilisateur qui a été qualifié comme un faux positif, on va pouvoir les réinjecter dans ce petit dataset pour espérer qu'au fur et à mesure du temps, le modèle apprenne ces lignes de log qui sont un petit peu étranges. Et donc, on a fait des expérimentations avec et sans ce principe d'expérience, et on a vu que dans certains cas, effectivement, ça faisait quand même aussi monter les scores d'anomalie des utilisateurs. Là, le U293 et le U66 qui ont été affectés par des événements de pentest. Donc là, c'est une vue de la même manière avec expérience et sans expérience des scores d'anomalie pour chaque ligne et pour un utilisateur compromis qui est le U293 ici. Les petits points rouges, c'est les événements de pentest, et ouais, alors donc on a changé plein de fois la représentation. Donc vous avez des petits points rouges à peu près au milieu de chaque figure qui sont là où ont lieu les événements de pentest. Et en rouge plus foncé, vous avez le score pour ces événements-là. Et on voit que ça fait quand même monter le score d'anomalie pour ces lignes-là qui sont liées au pentest. Donc à la fin du stage, on a pu enfin passer sur nos données plus réelles, qui sont des logs d'un proxy du ministère des Armées. On a à peu près plus de 10 000 IP qui passent par ce proxy par jour. Voilà, on a cette fois pour évaluer, on n'a pas de base de vérité, donc on a ajouté des lignes de log qui correspondent à des comportements malveillants, par exemple des communications d'un malware avec un CNC, de l'exfiltration de données. Voilà le type de comportement qu'on a pu ajouter dans les lignes de log pour pouvoir faire notre évaluation. Donc, un log de proxy, je vous en ai montré un tout à l'heure. En fait, certains champs sont quand même beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus libres, notamment le nom de domaine, le user agent, le chemin et les arguments qui sont envoyés lors de la requête HTTP. Et tout ça faisait que, de mon côté, en tout cas, j'étais un peu sceptique sur le fait que ça allait marcher. Mais en fait, donc là j'ai pas les résultats parce qu'on a fait ça vraiment tout à la fin du stage de Julien. Les premiers résultats qu'on a sont vraiment encourageants, bien qu'on n'ait pas fait vraiment de tuning de l'algorithme, qu'on a continué à procéder par caractère. Et là on se demande comment il peut deviner le caractère suivant quand on a des lignes un peu comme ça. Mais par contre en utilisant bien la technique de Human in the Loop, donc avec ce dataset d'expérience. Donc on était, quand même, moi j'étais surpris, donc que les résultats soient aussi bons, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment les IP sur lesquels on a introduit des comportements malveillants qui remontent très très haut dans les 10 premières. Mais on aurait encore en fait envie d'explorer plein de choses dans ces directions-là, passer par un modèle par mot plutôt qu'un modèle par caractère, faire l'entraînement et l'évaluation non par séquence de 100 caractères, mais éventuellement par ligne. On pourrait aller plus loin, je vous en ai déjà parlé, en utilisant les probabilités en sortie du softmax et pas seulement la prédiction la plus élevée. Là, on fait des choses aussi que les gens qui font du machine learning n'aiment pas trop, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend un nouveau modèle chaque jour.
Et donc quand on dit ça à des gens qui font du machine learning, ils hurlent un peu en disant mais vous perdez toute l'information que vous avez appris le jour précédent. Nous, ça nous dérange pas, mais voilà, c'est des choses qu'on pourrait faire en mettant à jour le modèle chaque jour si on voit des nouvelles lignes de log. Des questions un petit peu plus théoriques, qui sont vraiment intéressantes à mon avis, c'est comment avec ce genre de technique on peut prendre en compte plusieurs types de logs à la fois. Donc est-ce qu'on met plusieurs LSTM qui traitent les différents logs et on essaie de combiner les logs les scores d'anomalies de ces différents LSTM, c'est une méthode qui pourrait paraître assez simple. En tout cas, il y a un petit défi à cet endroit-là. Plus basiquement, on peut se poser quand même la question de comment on manage le dataset qu'on a appelé d'expérience, parce qu'au bout d'un moment, forcément, il va peut-être grossir peut-être trop et prendre plus de poids que le dataset de la veille. Et on pourrait tenter d'autres modèles de réseaux de neurones qui sont à la mode au niveau des techniques de LNP, donc notamment par exemple des transformers. Donc, bon, ça c'est des pistes de travail qu'on s'est données. Voilà pour un peu toutes ces pistes de travail. Il y en a certainement d'autres. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Si vous avez des questions.